Alors bonsoir et bienvenue à notre séance extraordinaire du Conseil qui va traiter la première séance du budget en priorité. Mais avant de procéder à l'ouverture de la séance, j'aimerais faire une remarque concernant les élections là, qui ont eu lieu, les partiels dimanche passé. Je tiens premièrement à féliciter les deux candidates, parce que je pense que ça a été une belle initiative de leur part. Il n'y a pas eu de débordement. Et ainsi, féliciter les citoyens parce qu'il y a eu une participation d'au-dessus de 50 %. Normalement, là, dans des partiels, on voit 20-25 %. Par contre, le président me disait là, que pour lui, c'était du jamais vu. Donc, une félicitation aux citoyens pour leur implication. Comme vous le savez, c'est pas officiel tant aussi longtemps que le président ne déclare pas officiel, parce qu'il y a toujours possibilité de recomptage. Par contre, à la lueur de l'information dont je possède, il y avait 603 électeurs d'inscrits. Il y a eu 313 votes qui ont été déposés. Il y en a 312 qui ont été retenus. Il y a un vote qui a été rejeté, donc à la lueur de ça. C'est Mme Parent là, qui est majoritaire au niveau des votes. Mais comme je vous ai dit, là, c'est pas officiel tant que c'est pas officiel. Ceci étant dit, là, j'aimerais procéder à l'ouverture de la séance. Qui propose? M. Martin, secondé par Mme Cohen. Donc, je déclare notre séance du 16 ouverte. Vous avez devant vous l'ordre du jour. Il n'y a pas de modification, à ce que je sache. Alors, qui veut proposer? Je propose. Mme Graham, secondée par Mme Lefebvre. Donc, c'est adopté. Il n'y a pas de procès-verbal à adopter. Maintenant, avant de passer à l'item 4, qui est la période des questions, je vais vous donner un peu un topo de la manière qu'on veut que ça se déroule. On veut vous faire une présentation. Alors, Mme Graham a cité des membres du Conseil au besoin, ainsi que les membres de l'administration, vont rentrer dans les détails. Je vais faire un énoncé général de la situation financière. Et on va avoir une période de questions. Mais compte tenu qu'on doit faire une autre réunion plus tard, en soirée, j'aimerais viser 8h45 pour terminer la période des questions. Là, je pense que j'alloue assez de temps. On verra. Et puis, je vais demander à Mme Cohen de me signaler lorsque ce sera 5 minutes avant, si vous voulez bien. Évidemment, vous vous présentez au micro, vous vous identifiez, et puis vous posez vos questions. Ceci étant dit, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet, et je vais essayer de vous peindre un topo très général de la situation financière telle qu'on la voit présentement. Alors, comme vous savez, l'indice des prix à la consommation au Québec est à 2,2 % de plus que l'année passée. C'est évident que les coûts des produits, des services reçus, électricité, essence et tout, eh bien, ça nous touche aussi, là. C'est pas juste le citoyen, ça augmente aussi notre marge, nos coûts. On a aussi des engagements antérieurs qui sont des dépenses qui sont non compressibles. Il y a la masse salariale avec les applications de la convention collective. Et ça, on ne peut rien y faire. C'est des dépenses qui augmentent et qui sont non compressibles. Il y a les ententes de services rendus pour la sécurité, les incendies, avec Abercorn puis Brome. Donc, on est lié par ces ententes-là. Il y a aussi nos obligations envers d'autres organismes. Je pense en fonction des services dont on reçoit de la part de la MRC, de Brome-Missisquoi. Eux ont augmenté leur budget de 7,2 %. Nous, ça nous
fait augmenter nos coûts environ 5,5 ou 6 %. Donc, c'est des coûts qui augmentent pour la Ville, évidemment. Il y a la Sûreté du Québec qui vient chercher une grande partie de notre budget. On paye par année 1 245 000 $. Mais là, il y a une nouvelle entente, il y a un nouveau équilibre là, qui va se refléter dans l'année fiscale. Et en fin de compte, ça veut dire qu'on va payer 35 000 $ de moins en 2020. Évidemment, le nouveau rôle triennal pour 2020, 2021 et 2022, il y a une augmentation globale. La valeur des propriétés a augmenté de presque 8 %. Et puis, dans la catégorie résidentielle, parce que ça dépend des classifications, mais au niveau résidentiel, ça veut dire une augmentation de 7,52 de l'évaluation, ce qui veut dire que vos propriétés ont augmenté, mais en conséquence aussi, ça va se refléter au niveau de la taxation. Donc, le Conseil a pris en considération tous ces éléments-là et on a essayé au mieux de notre marge de manœuvre de limiter la taxe foncière générale. En fin de compte, elle baisse entre 4,1 et 5,5 selon la catégorie. Aussi, il n'y a aucune augmentation pour les services d'aqueduc et d'égouts, ni pour le vidange des fosses septiques. Par contre, on ajoute 14 $ pour la collecte des matières résidentielles à cause des services là, de récupération. Le compte de taxes augmente de 69 $ pour une maison à base qui était évaluée à 300 000, mais maintenant avec le rôle triennal, augmente à 322 560. Si c'est non desservi, et de 52 $ si c'est une maison qui est desservie. Tantôt, Mme Graham va vous expliquer là, la différence entre desservi et non desservi. Mais donc, je me répète, pour une maison qui a augmenté, qui a maintenant été évaluée à 322 560, la taxe augmente à 69 $ pour une maison non desservie et pour une desservie, c'est 52 $. Finalement, le programme triennal d'immobilisation, parce qu'on doit présenter avec notre budget un plan triennal d'immobilisation, ça, c'est pas de l'argent, c'est une vision où est-ce qu'on s'en va. Et c'est pas coulé dans le ciment, ça peut bouger dans le temps. Par contre, on regarde pour une valeur de 12,7 millions, donc 5,7 seront financés par des emprunts à long terme à la charge de la Ville. Alors, je vous ai brossé un peu un tableau très général de notre situation. Par contre, là, maintenant, Mme Graham, est-ce que vous pouvez rentrer dans les détails? Avec plaisir, monsieur. Je m'excuse parce que je suis un peu enrhumée, donc je vais utiliser le micro et je vais utiliser surtout les services, l'aide Patricia, au cas où que j'ai fait des fautes de la langue trop graves. Excuse-moi. Et aussi, je vais utiliser le service de Mme Lessa, notre trésorier, où des fois on arrive dans des points qui sont assez compliqués au niveau de la comptabilité. Donc, beaucoup mieux que c'est M. Lessa, Mme Lessa qui va expliquer les faits. Donc, on va commencer avec la première section qui traite les points soulevés par Michel. Donc, ça veut dire nouveau rôle triennal, les valeurs imposables, le taux de taxation, les compensations, ce qu'on s'appelle d'habitude les tarifs pour l'eau et l'égout, et de vous donner un exemple d'une compte de taxe moyenne aux valeurs que Michel a annoncées. OK, Pierre, s'il vous plaît.
Alors, donc, cette année, on a le nouveau rôle d'évaluation. N'oublie pas que c'est le rôle, c'est un résumé de l'inventaire des immeubles situés sur notre territoire, évalués sur une même base et sur une même date. Et cette évaluation s'est faite par la MSC. La plupart des municipalités dans notre MSC utilisent les services du MSC Broome-Missisquoi. L'importante chose ici, c'est que vous voyez qu'on a un total des valeurs imposables de juste un tout petit peu en bas de 8%. Juste pour vous donner un peu de contexte, la ville de Bromont, eux aussi, a un nouvel rôle cette année. Et là, ils ont eu une augmentation à Bromont de 7,3%. Donc, nous, juste un peu plus bas que 8%. On est vraiment dans le niveau assez vu dans notre territoire. On note aussi qu'il y a la variation par catégorie. Donc, par exemple, dans le résidentiel, et c'est le résidentiel qui affecte la plupart de nos contribuables, on a une augmentation de 7,52%. Mais c'est très important de noter à ce point-là qu'on parle ici de vraiment une moyenne. Et c'est sûr qu'il y en a ceux qui ont diminué au niveau de la valeur. Il y en a ceux qui sont peut-être à une augmentation de 4%, 10%. Et si je me souviens bien, Madame Lessard, vous avez mentionné que vous avez même vu une valeur qui a augmenté jusqu'à 17%. Oui, 17 à 18. Donc, je vous suggère de vérifier votre nouvelle valeur foncière parce qu'il y a une date, parce que si jamais vous voulez contester la valeur, vous avez une date limite. Et je pense qu'on a invité le monsieur du MSC de faire venir une présentation pour nos contribuables au mois de février pour vraiment expliquer comment ça fait qu'on a une nouvelle rôle d'évaluation. C'est comment que c'est organisé. Donc, l'importance ici, c'est que la valeur de tous les immeubles ont augmenté. L'autre fait qui est très important, s'il vous plaît, prochaine, c'est maintenant, on parle maintenant ici de les valeurs imposables. Donc, on a vu qu'en moyenne, une augmentation de à peu près 8%. Mais à ça, il faut aussi ajouter les nouveaux payeurs de taxes, les nouveaux résidences, par exemple. Donc, on voit en bas que maintenant, on voit en bas à droite une augmentation de 9%. Donc, grosso modo, on peut voir que on a eu à peu près 1% de vraie augmentation de valeur foncière. Donc, les vrais ajouts de taxes sur lesquels on peut imposer des taxes. On note surtout l'augmentation au niveau de la résiduelle, donc cela veut dire le résidentiel. On est très conscient qu'ici à Sutton, on a surtout une ville de résidence au lieu d'une ville d'industrie ou des commerces. Donc, la vraie augmentation au niveau de les valeurs imposables se voit surtout dans la catégorie résidentielle que vous voyez en haut et puis à droite. Alors maintenant, je vais passer aux taxes foncières. Comme Michel a mentionné, on a été très conscient du niveau d'inflation au prix de consommation qui est prévu par le ministère des Finances ici au Québec, d'une moyenne de 2,2% pour l'année prochaine. Et aussi le fait qu'on a une valeur, c'est pas mal augmenté au niveau de la valeur foncière. Donc, le Conseil a pris la décision de réduire le taux de base donc pour la taxe foncière générale. Donc, sur ce diapo, vous voyez dans la première colonne 2019, la taxe de base de cette année, 2019. Le taxe qu'on va adopter un peu plus tard dans la soirée de 2020. Et comme ça, vous pouvez voir qu'il y a une variation. Donc, par exemple, le taux pour les résidences descend de 5%. Et c'est à peu près la même dans chaque catégorie. Vous pouvez voir aussi, par contre, qu'il y a un peu de variation entre les catégories. Et ça, c'est surtout pour respecter la ratio d'une catégorie versus une autre.
C'est important aussi de noter qu'à l'intérieur de la taxe foncière générale, nous avons les taxes foncières pour le service de la Sûreté de Québec et le service de sécurité incendie. Michel a mentionné que, heureusement, pour une fois, le coût pour le service de la Sûreté de Québec a diminué pour 2020. Donc, on a maintenant inclus dans la taxe foncière générale une portion à 10,7 cents pour le service de la Sécurité de Québec et un montant pour la sécurité incendie. Je note avec intérêt de 28% de nos taxes foncières générales, c'est pour la sécurité publique. Donc on paye, c'est plus qu'un quart de nos taxes vraiment que pour la sécurité publique. Donc ces deux taxes-là sont inclus. Donc ces deux taxes-là sont inclus dans ce taxe, mais sur votre compte de taxes, vous voyez d'autres taxes aussi. Ça, c'est les taxes spéciales qui s'appellent. Donc, il y a une taxe pour la réserve travaux publics. Ça, c'est une taxe qu'on met, si vous voulez, dans un pot, dans une réserve. Et on peut l'utiliser que pour servir au financement des dépenses liées à la fourniture de services de la voirie. Et ça, que pour les services pour l'ensemble de la territoire. L'autre élément, c'est le service de la dette à l'ensemble. Ici, vous avez le fait qu'on a une dette à long terme. Et c'est dans un sens une calculation assez simple. On prend toute la dette qu'il faut gérer. On fait une division par la valeur. Et voilà, vous avez le taxe qu'il faut charger en 2020. Donc, dans ce cas-là, le service de la dette, ce n'est pas une taxe dans laquelle on peut jouer, si vous voulez. Donc, c'est vraiment, parce que c'est vraiment lié à le montant du dette et le niveau de valeur imposable. L'autre élément, évidemment, dans nos comptes de taxes, ce n'est pas que les taxes, c'est aussi les compensations, les tarifications qu'il faut payer pour les services fournis par la ville. Donc, surtout le service d'aqueduc et le service d'égout, qui sont les services fournis directement par la ville. Et vous voyez qu'il n'y a aucun changement à ce tarif-là. Et je note en plus que c'est jusqu'à maintenant, pour la plupart, nos taxes de service pour l'aqueduc et l'égout sont parmi les moins élevées dans tout le territoire de Brome-Missisquoi. Il y a aussi la compensation pour le vidange de fosses septiques. Dans ce cas-là, ce n'est pas un service qui est fourni directement par la ville. C'est surtout un service qui est fourni par une compagnie externe. Donc, on fait un appel d'offres pour ce service-là. Et puis, encore une fois, c'est le coût de service divisé par le nombre d'immeubles qui sont servis. On est très conscient que malheureusement ici à Sutton, pour une raison ou une autre, ce tarif-là est beaucoup plus élevé versus d'autres municipalités. Mais je souligne le fait que c'est lié directement à les appels d'offres. Et donc, si on a une personne qui offre le service à un prix plus bas, donc dans un sens, on est coincé avec ce prix-là. Vous notez, j'imagine, dans une façon très claire, l'augmentation pour les matières résiduelles, domestiques, recyclables et organiques. C'est très important dans ce cas-là de noter qu'à l'année 2019, on a eu beaucoup de changements, n'est-ce pas? On a pour la première fois une collecte des matières organiques. Et en conséquence, on a réduit le nombre de collectes par année pour les déchets domestiques. Donc, en faisant les prévisions budgétaires pour l'année 2019, on est vraiment dans les estimations parce qu'on n'était pas sûr, par exemple, à quel niveau le tonnage de déchets domestiques va diminuer ou ça serait quoi le tonnage de matière organique. Et puis, malheureusement, on a trouvé à la fin de l'année que nos estimations, c'était un peu bas.
Donc, le tarif que vous voyez en 2020, c'est pas exactement de dire que le coût a vraiment augmenté. Le coût en 2020, c'est vraiment une meilleure représentation, une estimation beaucoup plus éclaircie quant à la vraie coût de service pour ces collections. Alors, mettons tout ça ensemble, on va avoir l'effet total sur un compte de taxe. Alors, on va commencer avec un compte de taxe pour un résidentiel non desservi. Donc, cela veut dire, il faut payer le vidange de fosse septique. Excuse-moi, j'ai tourné la page. Il faut payer pour la vidange de fosse septique, évidemment les trois collectes, la dette en l'ensemble, et puis en haut, vous voyez la taxe foncière générale qu'on a déjà mentionnée et la réserve travaux publics. Le fait de réduire la taxe générale à 5,5%, ensemble avec l'augmentation du valeur pour la maison de 7,52%, dit au bout du compte, le résultat, c'est qu'au niveau de qu'est-ce que vous allez payer pour la taxe foncière générale, augmente par 2,2%, qui est exactement le niveau d'inflation prévu pour l'année 2020. Et au niveau de ça représente quoi en argent? C'est $40. Tout ça ensemble dit que, par exemple, parce qu'on voyait que l'augmentation du coût pour les compensations a un effet majeur sur le total compte de taxe et aussi la dette de l'ensemble. Donc, le résultat final pour ce genre de maison, c'est une augmentation de 2,9%. Et puis en argent comptant, si vous voulez, c'est $69. Si on regarde exactement la même maison de valeur, une valeur équivalente qui est desservie, donc cela veut dire qu'il a le service des aqueducs ainsi que les égouts. Dans ce cas-là, l'augmentation en bas, c'est moins. Pourquoi? Tout simplement parce qu'inclus dans le compte de taxe, vous avez une dette au secteur. Donc, je parle ici d'une maison de valeur de 322 560 $ au cœur villageois. Au cœur villageois, il y a les dettes de secteur particuliers, d'habitude reliées au service des aqueducs et des égouts. Et il y a un règlement qui est maintenant fini. Donc, l'effet, c'est que pour eux, la dette pour le paiement au secteur diminue pas mal. Donc, malgré le fait que la taxe foncière, l'augmentation est exactement la même qu'on a vu dans le diapo précédente, l'effet en bas, c'est que vous avez une augmentation moins si vous êtes desservi, et puis vous êtes au noyau villageois versus ceux qui sont non desservis. Évidemment, par contre, le total de votre compte de taxe est plus cher. Juste à titre d'entrée, l'autre élément, c'est que si vous avez une maison desservie dans le secteur de la montagne, là, ils ont aussi une dette sectorielle. Et puis, l'effet là, c'est que si vous avez une maison de la même valeur à la montagne, votre augmentation en bas est 2,7%, donc 2,9% si vous êtes rural non desservi, 2,7% si vous êtes à la montagne servi, et 1,9% si vous êtes au noyau villageois et vous êtes desservi. OK, maintenant, je vais passer plus dans les détails du budget actuel. Et ici, on va parler du revenu, de dépenses, les affectations et aussi la dette à long terme. Je vais commencer avec les revenus d'opération. Donc, les revenus d'opération, c'est vraiment c'est tout l'argent qui arrive dans le coffre de la municipalité. Et puis, ils viennent de 5 catégories. Excusez-moi.
La première catégorie, et puis la catégorie évidemment qui est la plus grande, c'est la catégorie pour les taxes, les compensations et les tarifs. Donc cela veut dire c'est le total de revenus qui proviennent des taxes perçues auprès des contribuables de la municipalité. Je note par intérêt que si vous prenez ce chiffre-là, comme pourcentage de total de revenus, vous avez un montant de 85%. Donc, ça veut dire que 85% de nos revenus en total, c'est sur une base des taxes foncières. Et vous allez voir un peu plus tard jusqu'à quel point ici à Sutton, ça c'est élevé. Donc, ça veut dire qu'ici à Sutton, on est vraiment, nos revenus dépendent surtout et beaucoup plus qu'ailleurs sur les taxes foncières au lieu d'autres catégories. En parlant de d'autres catégories, la deuxième catégorie, c'est les tenants lieux de taxes. Ici, on parle du bâtiment qui appartient à le gouvernement. Donc, on parle par exemple à l'école ou les douanes à Glen Sutton. Dans ce cas-là, malheureusement, le gouvernement ne paye pas les taxes. Il paye une compensation. Donc, il paye un montant d'argent qui, surprise, qui est moins que la valeur imposable. Et puis, ici, à Sutton, c'est pas énorme. Comme j'ai mentionné, c'est juste le CLSC, je pense, le foyer. Oui, exactement, la passerelle. Si vous voyez par exemple une ville comme Cowansville, chez eux par exemple, il y a l'hôpital et aussi. I was thinking of prison. What's a prison? Le pénitencier. Le pénitencier, donc qui amène l'argent parce que c'est un bâtiment fédéral, j'imagine. Mais ici, pour nous à Sutton, ça amène pas beaucoup d'argent. La prochaine catégorie, c'est les services rendus. Donc ici, on parle d'un service fourni par la ville de municipalité, mais qui est payé en partie par une tierce. Donc, par exemple, si on parle de l'entente avec Brome et Abercorn, on a ici à Sutton notre service de sécurité incendie, et puis Brome et Abercorn paye la ville un pourcentage de le coût total pour avoir l'avantage d'avoir notre service de sécurité incendie qui répond à tous les appels nécessaires dans ces deux municipalités. Nous avons après ça les autres revenus. Les autres revenus, grosso modo, c'est les permis et surtout le droit de mutation. Droit de mutation, donc dans une langue un peu plus simple, ça c'est la taxe de bienvenue. Et en dernier, et vous voyez que ça c'est aussi un montant considérable, c'est les transferts. Encore dans une langue simple, ça c'est l'argent qui vient de la part du gouvernement. Ça peut être soit un partage de frais. Donc, c'est ici qu'on voit toutes les subventions qu'on reçoit du gouvernement. Donc, à l'intérieur de ça, par exemple, vous avez l'argent payé qui est à la charge du gouvernement du Québec pour le parti de l'hôtel de ville, par exemple. N'oubliez pas qu'on a reçu une subvention du gouvernement pour la réfaction de l'hôtel de ville, donc il se trouve là. Et vous avez aussi le transfert de droits, donc les obligations de donner la ville de l'argent. Et ici, on trouve l'argent qui vient de Recyc Québec. Ça, c'est l'argent qui est prévu pour compenser, si vous voulez, les frais engendrés par la ville pour tous les services liés au service de recyclage. Alors, donc, on voit encore un résultat, une augmentation de 3,9% de revenus. Maintenant, je vais parler dans un peu plus de détail de les postes où on a vu, soit on a vu plus de change ou peut-être une explication de changement. Les trois premières lignes, c'est vraiment toutes les augmentations qui sont liées aux taxes et compensations, donc l'augmentation dans les taxes foncières, la dette à l'ensemble, et aussi les services municipaux.
quand nous avons mentionné qu'il y a une augmentation pour le coût de service, donc on a dans le budget d'opération, dans nos dépenses, on a l'argent qu'on a dépensé pour le service, mais on reçoit de la part des contribuables l'argent qu'il faut payer par la service. Donc, le coût de fournir les services a augmenté, donc on reçoit plus d'argent pour payer ces services. Après ça, vous avez mutation immobilier. Comme j'ai mentionné, ça c'est le taxe de bienvenue. Une bonne nouvelle pour une fois, ça c'est le transfert, ça c'est la pacte fiscale. Peut-être, excuse-moi, moi je vais... Peut-être vous avez lu que le gouvernement provincial a finalement créé une nouvelle pacte fiscale, une entente entre le gouvernement et puis toute la municipalité. Et le but, c'est de donner les municipalités une augmentation ou plus d'argent qui est relié au le TVQ. Ça va vraiment arriver comme il faut en 2021, mais entre-temps, nous avons donné un petit bonbon de 34 000 $. On a beau espérer que ça va être beaucoup plus que ça, mais malheureusement, c'est ça, mais c'est mieux que rien. Dans le service rendu, dans la catégorie sécurité publique, il y a la continuation du projet de balises de repartage. Ça, c'est les petits poteaux qu'on trouve devant les maisons, surtout à la campagne, qui annoncent le numéro de la maison. Et puis, on a l'intention de continuer le travail qui a été commencé en 2016, surtout dans le secteur montagne. Donc, ça veut dire que, comme c'était le cas en 2016, chaque maison doit payer pour son petit poteau. Donc, ça arrive comme revenu. Et puis, on va voir un peu plus tard qu'il y a aussi lié à ça une dépense pour les acheter. En service rendu aussi, si je me souviens bien, le mois dernier, la Ville a signé l'entente avec le MSC, qui est reliée à l'organisation bassin versant de Yamaska. Ça, c'est vraiment pour protéger la qualité d'eau à Lac d'Avignon en Cowansville. La MSC a reçu une subvention. Le fait, c'est que nous, comme ville, on va dépenser à peu près, si je me souviens, 30, exactement, donc le double de ça, donc à peu près 70 000 pour les travaux nécessaires. Mais en contrepartie, on va recevoir la moitié en subvention de la part de la MSC. On note en bas, le service de sécurité incendie, une diminution de revenus. Dans ce cas-là, j'ai mentionné tantôt l'entente que nous avons avec les villes de Brome et Abercorn, parce que qu'ils sont desservis par le service de sécurité incendie de la ville de Sutton. Mais c'est un entente qui était nécessaire de renouveler comme tous les 5 ans. Et puis avec le changement de le niveau de population et le RFU, la richesse foncière uniformisée, c'est une entente qui est basée sur une répartition de coûts de pourcentage. Alors, les proportions ont changé. Donc, bref, les deux villes vont nous payer un pourcentage moins élevé pour 2020 et les suites qu'ils ont payées dans le passé. Donc, l'effet, c'est qu'on veut recevoir moins d'argent de leur part. Et le dernier élément qui est significatif, c'est que la ville a décidé de ne plus faire le contrat pour le déneigement pour la route 139. Donc ça, c'est le contrat avec la MTQ. Donc l'effet, c'est qu'évidemment, on ne reçoit plus l'argent qui est relié à ce contrat-là. Par contre,
vous allez voir qu'il y a les avantages, que évidemment tous les coûts reliés à la service de cette service n'est plus nécessaire. Et en plus, cette décision, nous avons donné l'occasion de reprendre en charge de la ville le déneigement dans ce secteur qui est vraiment à l'avantage dans beaucoup de sens de la ville que vous allez voir dans un moment. Alors, maintenant, on a fini avec les revenus, donc on va passer maintenant aux dépenses d'opération. Vous avez sur votre feuille, donc la première colonne, vous avez les revenus. Maintenant, je passe aux catégories qui traitent des charges dans exactement la même catégorie que vous avez sur votre feuille. Alors, une augmentation ici de 4,1%. Évidemment, si vous, de première vue, vous pouvez penser, mais vous avez une augmentation de revenus de 3,9%, mais vous êtes en haut de ça pour vos dépenses, et c'est sûr que c'est pas idéal. Mais on a voulu vraiment garder le taux de taxe comme nous avons mentionné. Et puis, malgré toutes les restrictions qu'on a mises sur le budget d'opération, on arrive quand même à ce point-là. Donc, encore une fois, des variations par catégorie. Maintenant, je vais parler un peu plus de les points où on veut soulever les changements en 2020 versus 2019. Alors, donc, si on passe à la prochaine. Vous avez remarqué qu'il y a une augmentation de 7,7% dans la catégorie administration générale. Ça, c'est relié surtout au changement du personnel. Donc, on a remplacé des personnels, par exemple, avec quelqu'un qui est plus expérimenté, donc un peu plus cher. Il y a aussi les services professionnels. Par exemple, on a la convention collective à renégocier en 2020. Donc, on prévu, par exemple, un montant d'argent pour les négociation? Oui, yes, when you have the person who... médiateur. Oui, excuse-moi. Oui, pour la médiation. Donc, j'espère bien que ça ne serait pas nécessaire d'avoir le service de médiation. On espère bien que tout va aller voir bien, mais au cas où. Et puis, c'est ça le principe d'un budget, c'est de faire de notre mieux de prévoir toutes les dépenses qui vont être nécessaires pour l'année prochaine. Il y a aussi la notion du projet qu'on s'appelle le projet noyau villageois. Donc, ça, c'est vraiment les démarches nécessaires pour décider c'est quoi qu'on va faire avec le noyau villageois concernant le fait qu'on a le site où il y avait l'ancien Philtex et aussi le fait qu'on a le centre communautaire John Smith et aussi le musée qui vient à la fin de ses vies. Donc, pour ce qu'on sait, on trouve que c'est très important qu'on regarde l'ensemble de notre noyau villageois. Donc, on prévoit vraiment de consultations en amont avec notre population. Et puis, je pense que Michel va faire une petite annonce un peu plus tard au niveau de la première étape qui va commencer au mois de janvier. Il y a aussi l'augmentation de quote-part. Michel, donc, nous avons mentionné que notre quote-part, le montant d'argent qu'on donne à la MMSC, a augmenté par 5,5%. Et puis, on trouve les quote-parts partout dans le budget. Mais aussi, pour être capable de vraiment boucler notre budget, le Conseil aussi fait des efforts. Donc, on a beau voulu avoir un agenda de communication en 2020 qui était prévu en 2019, mais finalement, il faut respecter nos moyennes. Donc, on a reporté l'embauche de cette personne pour l'année 2021. Au niveau de la sécurité publique, j'ai déjà mentionné qu'il y a une 50 000 $ de revenus. Donc, cela veut dire qu'il y a aussi un 50 000 $ de dépenses pour l'achat des balises de repérage. Il y a aussi
quant à l'augmentation, il y a un ajout de ressources pour la sécurité le service de sécurité incendie. Nous avons un nouveau, Michel, il s'appelle quoi, le nouveau schéma de... Non, le schéma pour les... de couverture de risque incendie. Oui, le nouveau schéma de risque de couverture incendie. Encore quelque chose qui arrive dans nous, le gouvernement provincial, qui a le fait d'ajouter beaucoup de coûts quand on arrive ici chez nous à la ville. Donc, besoin de beaucoup plus de données. Si tu me permets, Linda, je vais vous donner un peu plus de détails. En fin de compte, il y a des normes. Anciennement, on ne faisait pas de rapport systématique, mais là, on doit montrer patte blanche là, qu'effectivement, on fait tous ces vérifications-là et donc, ça augmente nos coûts d'opération. Merci. Donc, voilà un exemple d'un coup où on a vraiment peu de choix. Il faut suivre les règles du jeu et voilà les conséquences. J'avais déjà mentionné le fait que le coût pour le service de sûreté de Québec a diminué. Et puis aussi, j'ai mentionné le fait qu'on prend plus de contrats pour le déneigement sur le 139 et la rue Maple, qui est le tronçon qui appartient à la MTQ. Donc, évidemment, on n'a pas tous ces coûts-là. Et puis, notamment, par exemple, toutes les selles qui étaient nécessaires, parce qu'ils ont vraiment l'MTQ a vraiment les exigences au niveau de qu'est-ce qu'il faut faire, à quelle quantité. Donc, tout ça a diminué. Et aussi, on a repris les contrats de déneigement pour les secteurs certains nord et ouest en régie interne. Donc, il y a les diminutions de coûts reliées à ça. Si on continue, j'avais déjà aussi mentionné l'effet de l'entente avec la MSC reliée à l'organisation bassin versant de Yamaska. Et j'ai mentionné qu'on va avoir dans le budget une augmentation reliée à cette entente d'à peu près 76 000, mais en contrepartie, on reçoit la moitié en transfert de la MSC qu'on voit dans le revenu. J'ai aussi mentionné l'ajustement des coûts de gestion de matières organiques et déchets domestiques. Quant à l'aménagement et urbanisme, il y a une augmentation là. C'est surtout les coûts prévus pour pour commencement les démarches pour les révisions de plans d'urbanisme. Et puis, on va commencer ça cette année. Et aussi les coûts nécessaires juridiques. Au niveau du développement économique, il y a une petite diminution simplement parce qu'au niveau de la MSC, ils ont changé le pourcentage pour chaque quote-part. Et puis finalement, ça nous coûte un peu moins pour le quote-part qu'on paye pour le Centre local de développement Burmese-Square. C'est intéressant quand même de noter qu'on paye un total de 585 000 en quote-part de la ville à la MSC pour notre quote-part. Et ce montant, c'est découlé sur le pourcentage du RFU, donc le pourcentage de RFU de la ville de Sutton dans la totalité de toutes les municipalités du MSC Burmese Square. En 2019, c'était à 11,57% et pour 2020, ça va être 11,18%. Maintenant, je vais juste essayer d'expliquer un peu plus le bas de votre feuille. Donc, celle-ci, c'est toujours la portion qui est vraiment un peu plus difficile à comprendre. C'est la notion des affectations. Alors, on se souvient qu'une municipalité, en tout temps, doit avoir un budget équilibré. Donc, ça veut dire que tous ces revenus doivent être égaux à toutes ces dépenses. Nous avons donc, si vous regardez la ligne A, ça c'est les revenus d'opération de 11,6 millions en 2020. Donc ça c'est tout le revenu. Après ça, de ça on soustrait les charges, donc les dépenses d'opération qu'on a déjà vues, de 2,6 millions. Mais on a d'autres choses à payer aussi. Il faut aussi
fait le remboursement de la dette. Et c'est ça, la dette en capital, de presque 900 000 $. Il y a aussi les activités et les réserves financières et fonds réservés. Madame Lessard, vous qui sont un peu compliquées, vous pouvez nous éclaircir, s'il vous plaît? Oui, les activités d'investissement, les chiffres que vous voyez là, c'est des achats d'actifs ou des travaux qu'on fait, mais qui sont payés par le budget d'opération de l'année en cours. Donc, le 82 335, exemple, il y a du mobilier là-dedans, des ordinateurs, c'est qu'on le paye à même les revenus d'opération de l'année 2020. Les réserves financières et fonds réservés pour leur part, c'est principalement dans le budget 2020 les entrées d'argent de la réserve TP ainsi que l'utilisation de ces fonds-là, plus le remboursement du fonds de roulement. C'est ce qui compose le chiffre qu'on voit à l'écran. Merci. Alors, donc, de nos revenus d'opération, il faut payer tous ces éléments-là. Alors, vous voyez sur la ligne B, total charge, que vous voyez tout de suite que le montant de 11 613 000 $, c'est plus que notre revenu d'opération. OK, on fait quoi? Parce qu'il faut avoir un budget équilibré. Dans le cas d'une municipalité, on a trois choix, grosso modo. On peut augmenter nos revenus d'opération. Dans nos cas, cela veut dire qu'il faut augmenter les taxes un peu plus qu'on a fait déjà. On n'a pas voulu faire ça. On peut réduire nos charges. À vrai dire, avec tous les efforts, on voit mal comment on peut encore réduire toutes les charges reliées aux opérations. La troisième possibilité pour une municipalité, c'est d'utiliser l'argent qui se trouve dans le surplus accumulé non affecté. On se souvient, au mois de novembre, ce Conseil a présenté une résolution, a adopté une résolution qui a le but de dire qu'on a eu tous les problèmes météorologiques le 31 octobre, n'est-ce pas? Et puis, avec beaucoup de problèmes sur le territoire, besoin d'actions très ponctueuses, remplacement de ponceaux, par exemple, au moins. Et puis, peut-être avec un coût total, l'effet de ce météo-là, c'est peut-être 200 000 $. Donc, c'était nécessaire de trouver 200 000 $ pour payer tous ces frais-là. Heureusement, on était capable d'utiliser à peu près la moitié de la réserve travaux publics, mais la seule autre place pour trouver l'autre moitié, c'était dans le surplus accumulé non affecté. Et on se souvient que le surplus accumulé non affecté, c'est notre fonds de prévoyance. Alors, c'était vraiment dans la tête de ce Conseil qu'on veut utiliser absolument le moins possible de le surplus accumulé non affecté pour boucler le budget de 2020. Et puis, on est très content qu'on a réussi. Donc, ça veut dire qu'on veut utiliser absolument le minimum, donc juste un tout petit peu en bas de 9 000 pour boucler le budget. Donc, juste pour compléter la calculation, vous voyez que le total des charges versus revenu d'opération, on est en déficit, donc on manque 8 700 $. Donc, on trouve ce montant d'argent dans le surplus accumulé non affecté. Et puis, l'un est égal à l'autre. Donc, finalement, on arrive avec le budget comme il faut, un budget équilibré qui est prévu dans la loi sur la fiscalité de la municipalité. On n'a pas de choix, il faut être équilibré. That's it, that's all. On note aussi que j'ai noté le fait que dans notre budget, vous avez le remboursement de la dette qui reflète à peu près presque 8% de notre revenu qui est pour le remboursement de la dette. Et puis donc, je vais vous éclaircir un peu plus sur l'état de la situation quant à la dette à long terme. Sur cette diapo-là, on parle ici de dette nette à long terme. Et en parlant de dette nette, on parle les dettes à l'ensemble de la population. Par exemple, un très bon exemple, la démolition de la Filtex. C'est tous les contribuables qui vont payer ce dette-là.
Mais il y a aussi à l'intérieur, mais il y a aussi les dettes de secteur. Les dettes payées, par exemple, ici au Noyau villageois, pour les étangs aérés. Donc, on met toute cette dette-là qui est à la charge de la municipalité. Mais il n'y a pas la dette qui est à la charge de le gouvernement. Donc, vous avez le montant de dette totale. Il y a une partie qui est à la charge du gouvernement et puis l'autre partie qui est à la charge de nous, les citoyens, les contribuables. Donc, quand on parle de dette nette, on parle que de le montant qui est à la charge de la municipalité, soit à l'ensemble, soit par secteur. Alors, donc, pour le service de ce dette, il y a deux parties, comme je note ici. Il y a le remboursement du capital que nous avons prévu dans les affectations, mais il y a aussi l'autre élément qui est le paiement pour les intérêts qu'on trouve dans le frais de financement dans notre budget d'opération. Donc, simple, on met les deux chiffres ensemble pour avoir un chiffre total estimé. Et c'est souvent intéressant de voir, OK, si on regarde le total du coût de service de la dette nette annuel estimé versus nos revenus d'opération, on peut voir que l'année dernière, cette année, en 2019, il y avait 9,65% de notre revenu d'opération consacré à la service de la dette nette versus une légère augmentation jusqu'à 9,75% en 2020. C'est aussi d'intérêt, je pense, de beaucoup de personnes de savoir c'est quoi l'endettement total net à long terme. Donc, c'est quoi la totalité de la dette. Et on voit qu'en 2019, on a un chiffre estimé au 31 décembre 2019 de un peu plus de 8 000. Et puis, on estime pour le moment qu'au 31 décembre 2020, une réduction à juste à peu près 7,5 millions. Juste parce que c'est l'autre question, on se pose, mais est-ce que ça c'est bon, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est quoi? Donc, c'est quoi le contexte? Alors, donc, on a préparé un petit tableau qui vient du le profil financier édition 2019. Ça, c'est le profil financier préparé par le MAMACH. Donc, ça utilise les chiffres vraiment égaux par toutes les municipalités. Cependant, il s'appelle le profil financier édition 2019, mais c'est les données de 2018. Pourquoi? J'ai aucune idée, il faut les demander, mais ça fonctionne comme ça. Alors, c'est très facile de dire, OK, on veut démontrer que la ville a très peu de dettes. Donc, on va choisir les municipalités qui ont beaucoup plus de dettes. Ou vous pouvez créer un tableau qui dit, oh, mais mon Dieu, la ville a beaucoup de dettes. Donc, on choisit les municipalités qui ont peu de dettes. Donc, on a évité de faire les deux et on présente simplement une comparaison entre Sutton, la ville même, sa classe de population. Dans les données de 2019, la MAMACH annonce que la ville, nous avons une population de 4070 résidents. Donc, on est bien dans la classe de population, et ça, c'est pour le tout Québec, de 2000 à 9 999 personnes. Et puis l'autre exemple, c'est avec la MSA, mais excusez, un petit coquille, ça doit lire MSA Bro-Missisquoi. Donc les deux comparaisons, c'est avec notre MSA et puis avec toutes les municipalités de la même classe. J'ai mentionné un peu plus tôt dans la présentation jusqu'à quel point nos revenus de fonctionnement viennent des taxes. Et voilà exactement l'exemple. Donc, vous voyez qu'ici à Sutton, on a c'est 82% de nos taxes de fonctionnement proviennent de revenus comme en pourcentage de revenus de fonctionnement. Ça, c'est plus élevé que les classes de population et aussi plus élevé que le MSA. Donc, ça veut dire que, en dans ce sens, on est un peu vulnérable. Il y a pour la plupart que nous, les contribuables, qui payent la plupart des revenus du fonctionnement.
Il y a une autre façon de regarder, que je trouve un autre ratio qui est intéressant, c'est de prendre tout l'endettement total net, et on a déjà remarqué c'est quoi exactement net, donc c'est toute la dette qui est à la charge de la municipalité, et on fait une division par tous les logements et tous les locaux, donc les petites entreprises, donc dans un sens, tous les bâtiments, grosso modo. Donc ça veut dire à Sutton, chaque immeuble qui est comme logement ou local a une fardeau de dette de 2100. Excuse-moi, je commence à être un peu fatiguée. Et qui est presque la moitié de notre classe de population. Et la même chose pour la MSA Burmese-Square. Et puis l'autre chose aussi, juste à titre de comparaison, c'est on a fait l'autre calcul qui encore vient directement du le profil financier. Et si vous voulez voir en plus de détails, si vous voulez d'autres municipalités, on a noté qu'il se trouve sur le site du MAMASH, et puis on cherche simplement profil financier. Donc, un autre ratio qu'il utilise souvent, encore c'est la notion d'endettement total net à long terme, mais maintenant pour $100 de richesse foncière uniformisée. Et puis encore l'entrée ici, c'est vraiment de voir la comparaison entre Sutton, la classe de population et la MSA. Juste à titre d'entrée, on a inclus dans la présentation, et puis la présentation évidemment au complet va être sur le site web d'ici mercredi, j'imagine. Donc on a inclus simplement, ça c'est encore, ça vient direct du site de MAMASH, ça c'est l'explication des ratios qu'on vient de vous présenter. Alors, ça termine la partie de présentation prévue quant au budget 2020. Maintenant, on va voir la deuxième partie. Ça, c'est la partie qui traite du programme triennal d'immobilisation 2020, 2021, 2022. On se rappelle, c'est quoi exactement, c'est quoi le principe du PTA? Donc, qu'est-ce que c'est une immobilisation? C'est un projet d'immobilisation, et encore, j'utilise les mots directs du site web de MAMASH. Il désigne l'acquisition d'un bien ou l'exécution de travail majeur en vue d'atteindre un objectif déterminé. Donc, on ne parle pas ici de, par exemple, les matières granulaires pour faire un peu d'entretien d'un chemin ou pour l'asphalte, pour le patchage. On parle vraiment des projets majeurs, par exemple, la refaction d'un chemin, par exemple. Le fait d'avoir adopté annonce les actions prévues en 2020. On est ici au mois de décembre 2019. On a une très bonne idée de qu'est-ce qu'on va faire en 2020. Donc, on est très détaillé au niveau d'exactement qu'est-ce qu'on va faire en 2020. Et on a vraiment des orientations pour 2021 et la suite. Je note, comme l'année dernière, que l'adoption du PTAI n'est pas une autorisation de dépenser, ni une garantie de réalisation. Donc, on peut beau imaginer toutes les actions qu'on prévoit de faire l'année prochaine, mais la force majeure arrive, une autre tempête, et peut-être il faut changer d'idée, mais ce n'est pas l'objectif. On note aussi que chaque projet doit être adopté et peut, selon le règlement d'emprunt, peut nécessiter l'approbation des personnes habiles à voter, le cas échéant, avant sa réalisation. On note aussi qu'au niveau de la planification, on va avoir une vision à long terme. Donc, on adopte un PTI sur 3 ans. Mais vous allez voir qu'on note aussi les projets à venir dans les 2 années après ça. Parce que décider comment on va dépenser l'argent dans les prochaines 3 années, il faut aussi être conscient de c'est quoi sur l'horizon par la suite. On va toujours optimiser nos différentes sources de finances. Très important, c'est de rechercher des subventions qui favorisent la mise à niveau des infrastructures et des équipements. En 2020, également en 2022, on a donné un mandat à une compagnie spécialisée pour aider la ville de trouver toutes les subventions parce que les subventions sont devenues de plus en plus complexes
quant à le niveau fédéral qu'à le niveau provincial. Donc, on trouve que c'est vraiment un bon investissement d'utiliser les services de compagnies spécialisées qui peut nous aviser c'est quoi le meilleur plan stratégique pour la meilleure utilisation des subventions possibles. Et aussi, évidemment, il faut faire des choix parmi toutes sortes de projets d'investissement. Donc, pour décider c'est quoi la priorité de projet, ça reste à peu près la même chose. Cela veut dire qu'il faut absolument mettre à niveau nos infrastructures critiques qui sont vieillissantes, toujours dans les aqueducs et les égouts et le réseau routier. Il faut absolument assurer que nos actifs soient sécuritaires, fonctionnels et adaptés à nos besoins présents et futurs. On parle surtout ici au niveau du bâtiment, le centre communautaire de John Smith qui est vraiment venu à la fin de sa vie utile, ainsi le musée. Et puis aussi, toujours le renouvellement de la flotte de nos véhicules, autant que dans la voirie que le service de sécurité incendie. Alors, on annonce dans le PTI une dépense totale prévue de 12,7 millions sur 3 ans. À noter quand même que de ça, 8,9 millions vont financer par des emprunts à long terme, parce que c'est les projets à long terme. Donc, un projet pour un chemin, par exemple, ou un bâtiment qui a une durée de vie de 10, 15, 20 ans, on va faire un règlement d'emprunt sur une période de temps égale. Et puis, de ce montant-là, on prévoit, on espère bien, on fait beaucoup de travail pour avoir le maximum de subventions possibles. Donc, cela veut dire que de ce montant, le 8,9 millions financés par des emprunts à long terme, ils vont avoir 5,7 millions à la charge de la ville sur une période de 3 ans et 3,2 millions par des subventions anticipées. Je note également le mot anticipé parce que c'est sûr qu'on a au moins une subvention qui est confirmée, mais pas tout. Je vais monter maintenant, vous donner un aperçu de les projets majeurs. Et quand on parle des projets majeurs, c'est vraiment les projets qui nécessitent un financement par un financement à long terme. Donc, ça veut dire un financement par un règlement d'emprunt. On a déjà mentionné la nécessité d'assurer la sécurité de nos infrastructures critiques, soit eau et égout. Donc, on voit en 2020 l'addition d'une deuxième pompe. Ça, c'est dans le secteur village. On a une pompe, mais juste une seule pompe. Donc, si jamais il arrive quelque chose avec cette pompe, on est vraiment dans une situation très problématique. Donc, on va ajouter une deuxième pompe dans le secteur village. Il y a un travail de canalisation sur le pont rue Weston Sud. Et aussi à la secteur montagne, toujours à l'usine de traitement, un remplacement de membrane, qui est un élément critique pour la qualité et aussi le contrôle d'eau. Il y a aussi, je pense qu'il y avait en 2000, pour le PTI 2017, le Conseil président a annoncé le fait qu'il faut absolument assurer l'approvisionnement de l'eau à la secteur montagne. Ça fait maintenant au moins 1 an que ce Conseil travaille justement dans cette direction-là. Donc, on a mis le montant de 1,5 million dans le PTI pour 2022. Une possibilité, c'est l'ajout d'un réservoir, mais on travaille d'une façon très active encore avec une firme externe pour assurer que nous aurions la meilleure solution pour assurer l'approvisionnement d'eau à la secteur montagne. On a parlé maintenant depuis un peu de temps sur la nécessité de faire du travail majeur sur la rue Weston Nord. Ici, il y a 3 éléments. Il y a les égouts et une portion des égouts et de l'eau qu'il faut absolument remplacer. Et en faisant ça, il nous semble de bon sens au moins en même temps remplacer le chemin, refaire le chemin, l'asphaltage et les trottoirs qui sont vraiment dans un état désuet. Alors, pour un total de 1,9 million. On note dans la colonne à droite que vous avez les petits lettres. Par exemple,
Donc, on note que, par exemple, ça va être payé par une taxe de secteur. Dans le cas de, par exemple, une deuxième pompe, secteur village, ça va payer par une taxe de secteur. Donc, cela veut dire que les personnes qui sont branchées au service d'aqueduc dans le village, parce que ce sont eux qui vont recevoir le bénéfice direct. Donc, par exemple, dans ce cas-là, ce n'est pas les personnes qui sont branchées sur le service d'aqueduc alimentaire, parce qu'eux, ils ne reçoivent aucun bénéfice. Donc, dans chaque situation, il faut être très clair c'est qui va recevoir le bénéfice, et sont eux qui vont payer au niveau pour un règlement d'emprunt. Dans ce cas-là ici, Western Nord, ça devient un peu compliqué parce qu'il va y avoir un texte de secteur pour ceux qui sont branchés au village dans l'égout et les eaux, mais pour la voirie, parce que la voirie touche l'ensemble des citoyens, donc ce qui est pour le coût pour la réfection des trottoirs et le chemin, ça va être à la coût de l'ensemble des contribuables. Donc, ça veut dire qu'on est tous ensemble pour améliorer les infrastructures qui est disponible, si vous voulez, à l'ensemble de nos citoyens. Et puis, on a la même distinction ici pour les eaux, égouts et réfection chemin, exactement le même principe pour les rues Oak, Curly et Church. Et on prévoit un pour les années 2022, 2023 et 2024. Je souligne encore qu'ce soir, on adopte juste un programme triennal. Donc, ça veut dire 2020, 2021, 2022. Mais voilà un bon exemple où on sait déjà qu'il faut absolument faire le travail sur ces trois chemins-là. Donc, on note dans les colonnes 2023, en 2024, pour être toujours conscient qu'on a d'autres projets à venir. Si on passe à la prochaine... Oh my God, the time. God, I don't know. Sorry. Et puis aussi, donc, on note ici les chemins, le ponceau sur le chemin réel qu'on était supposé de faire en 2019, mais qui va être finalement au printemps. Réfection du rue Mountain, rechargement sur les chemins Dyer et Ely. Réflexion sur le chemin scénique, Draper et finalement North Sutton. Je note ici que la colonne a droit à une petite étoile qui donne notre subvention identifiée. Ici, on parle de la subvention rural, réhabilitation du réseau routier local. Et on a déjà déposé ce demande-là. Et si tout va bien, on va avoir une subvention de 75% de le coût de ce projet. On a le remplacement toujours de le véhicule dans la voirie, et on a aussi pour 2022 un montant de 1,9 million pour une mise à jour, un remplacement de le centre communautaire John Sleeth. Maintenant, on a parlé de les actions pour 2020, et puis donc on a créé ce tableau où vous avez tous les détails de tous les projets prévu en 2020 pour un total de 3,2 millions. Je note, juste parce que c'est petit, mais c'est intéressant, finalement, on va faire la réparation de l'horloge dans le tour. Donc, vous voyez que dans le PTI, vous avez les projets petits et aussi les projets énormes. Mais il faut prévoir tous ces projets dans le PTI. On a aussi créé un tableau qui demande c'est quoi les sources de financement pour ce 3,2 millions. Donc, vous avez la répétition par les modes de financement, soit un emprunt ensemble, activité d'investissement. Et finalement, vous avez les tableaux très détaillés, et c'est ce tableau, si vous voulez, qu'on va adopter cette année. C'est les tableaux pour le PTI 2020, 2021, 2022. Et vous allez dans la première, la répétition des dépenses. Donc, vous avez catégorie et puis par année, pour un total, comme j'ai déjà mentionné, de 12,7 millions. Et puis sur le deuxième tableau, exactement le même chiffre, même total, mais maintenant on a identifié les mêmes catégories, mais maintenant avec
les catégories de financement. Et on a amélioré ce tableau pour la première fois parce qu'on a fait une division entre règlement d'emprunt à l'ensemble versus règlement d'emprunt par secteur. Je m'excuse, j'avais aucune idée. C'est fini. On va passer à la période de questions, mais avant que je passe à la période de questions, Monsieur le greffier, compte tenu qu'on est serré dans le temps, j'avais l'intention, dites-moi si la procédure est bonne, d'ajourner la période de questions, d'ouvrir la séance de 9 heures, de la journée, de continuer. Est-ce que ça vous va comme procédure? Oui, à moins qu'on va fermer la période de questions 5 minutes plus tard, mais logiquement. OK, parfait. Alors, on procède à la période de questions. Vous pouvez vous présenter au micro, vous identifier, puis on va répondre à vos questions. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Marc Giroux. Sur le PTI, supposé qu'on le réalise, il y a 6 millions et quelques d'investissements. Quel sera l'impact projeté à la fin des 3 ans sur la dette à long terme de Sutton? Elle est plus haute, elle est plus basse ou elle ne change pas? Can you answer that, Linda? Je ne peux pas répondre dans une façon très précise parce qu'évidemment, vous avez le fait que chaque année, on fait un remboursement d'1 million. L'autre élément, c'est le fait que même quand on adopte un règlement d'emprunt, ça peut arriver juste, ça peut ajouter à l'ajout du dette juste dans l'année même ou l'année suivante ou peut-être 2 ans plus tard. Mais l'ajout vous parlez de l'ajout de la totalité des dépenses ou l'ajout les dépenses en 2020, monsieur? Alors, en 2022, à la fin des 3 années, est-ce que la dette à long terme de la Ville sera plus haute, plus basse ou la même? Oh non, c'est sûr que ça va être plus haut. C'est sûr que peut-être après. Donc, le pourcentage dédié au remboursement de la dette continue de monter. Mais là, on fait une discussion. Là, c'était ma question. En fait. Non. Oui, oui, absolument. Donc, la proportion, donc, on ne cache rien. C'est sûr que le niveau le pourcentage dédié à le service de la dette va augmenter. Et aussi, le fardeau fiscal, c'est par $100 de RFU. Et puis, si on veut avancer, si on veut travailler nos infrastructures, si on veut avoir les chemins comme il faut, c'est ça qu'il faut faire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tellement bonne, Linda, pour tes explications. On n'a plus de questions. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va... Monsieur Forêt. Alors, allez-y, madame. I've actually 2 items. Madame Dyer. And Dyer. The 59,000 increase in the aménagement and urbanism, what is that for? Which page were you on? It's the increased expense for the aménagement and urbanism and juridic. That's a large increase. I believe that I mentioned in general that it was related in particular to the updating of the urban plan, so professional services to help us with that. But we'll just quickly look in the budget. Madame Lessard will look in the budget just to get more detail for you. Just give us a moment. Mais c'était principalement ça. Oui. Ouais.
as you can imagine, within any budget category, there are some, for example, in this particular budget category, there are some 20 different lines. The principal ones, so what you have is a combination of just the regular increases, and then the principal real increase relates to, as I've mentioned, professional services, which is primarily directed towards the new urbanism plan, which has gone from the current budget of $12,840 to $36,725. But that's not 59,000. Clearly, it's not 59,000. As I mentioned, in each single line, and you'll be able to see exactly this detailed budget will be on the website, and you'll be able to see line by line. So it really is the accumulation of in general, the increases related to inflation for salaries, for the costs of insurance and whatever. But the thing that really makes the difference is the additional money for professional services. And how much of that is going to be for the Loi Privée project? Of that amount, 10,000. 10,000. And also the Fonds de Parc that's on your chart as one of your sources of money. Is the park payment from the Pepin development in that? Is that included? Has that been paid? Is that included in that Fonds de Parc for 2020? I couldn't, basically, the only money that is basically that we would consider of available for use is money that has been received. I can't comment on whether that money has been received or not. Madame la Trésorière. It's not that big an amount. Just hold on, Madame Dar. Vous me parliez donc de 10% et pas... Non, je voulais rendre la même réponse que Madame Graillan. Oups, tout simplement dire que l'argent utilisé aux fins du budget 2020 sont les argents encaissés à date. OK. Huh? So is it possible to have the details of what's in that Fonds de Parc? No, right now. I don't know whether we have the details. Where each amount of money received came from? In November, you handed out a chart. Yes. That had all the Fonds de Réserve, the different ones, and you did not include the park fund. That is correct. Because you said it was part of revenue. You would book it as revenue. But if it's booked as revenue, then you must know what's in it as well, as clearly as if it was a fond of something else. So, if we don't have the details now, it's kind of hard to answer your question. If I send an email and ask for the details, the breakdown, can I have it? Madame Lessard tells me it's access to information, so... But I didn't have to go to access to information to get the chart of the reserves. Why should I have I'm to do told it it's for that? access to information, Madame Dyer, so you will have to follow on the issue the procedure. Is it clear for you? No? It's clear. Yeah, okay. Now we're going to have obviously several loans, which means we're going to have registers for loans. Are we going to be able to have those registers on a Saturday? It's the greffier that decides when the register is to be held, and it's his prerogative. I believe you've asked that question before, so that's the same answer. So can he answer? Well, you're asking the question to me, you're not asking... No, but in his job description, he had to agree to Madame, work in the evenings. Madame Dyer, we will not start a debate, and you've answered... You've asked a lot of questions. I don't know if there are other people that want to ask questions. I don't see very many. Well... Okay, so if... And the questions concern only budgets and okay, but you're extrapolating a bit. Excuse me, but you did discuss loans. I just want to know about the mechanics of the loans. Yes, but okay. I want to stay on track. Thank you very much.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Weldon. Bonjour, Charles Weldon. J'ai vu quand vous avez présenté le tableau qui montrait qu'on balançait le budget à zéro, qu'il y avait un repaiement en capital qui n'était pas le repaiement, le coût total de la dette. Il y avait les intérêts qui ne sont pas spécifiés là-dedans, mais qui sont inclus dans un autre poste de dépenses ou dans les dépenses de gestion générale, là, le gros moton à 9 millions. Là? Oui. OK. Oui, donc, ça répond à votre question. Donc, donc pour la dette en total, vous avez les deux parties. Ouais. Intérêt qui se trouve dans le budget d'opération, c'est un frais d'opération, et puis le capital qui se trouve dans l'affectation vraiment en bas. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions une fois? Pas d'autres questions deux fois? Pas d'autres questions trois fois? Donc, la période de questions est terminée. Non, maintenant, on va procéder à l'adoption du budget. Donc, qui veut bien proposer l'adoption du budget pour l'exercice financier 2020? On va laisser Mme Graham, elle a travaillé assez fort. Je la propose. Qui la... donc, proposer Mme Graham, seconder Mme Lefebvre. On veut aussi procéder à l'adoption du programme PTI 2020, 2021, 2022. Qui propose? M. Martin, secondé par Mme Cohen. Et finalement, on veut publier le budget et le programme triennal d'immobilisation sur le territoire. Donc, c'est publié en fonction des... je vais lire... Quant à la publication du détail de la budget, ça va être dans deux façons. Sur le site web de la Ville, donc d'ici un jour ou deux. D'ici un jour ou deux, vous aurez la présentation, comme vous avez vu, le communiqué, le détail du budget, et puis on va créer comme un résumé qu'on va inclure dans le compte de taxe. Donc ça veut dire qu'en 2020, chaque contribuable, au même moment de recevoir sa compte de taxe, va avoir une explication qu'on trouve va aider à la compréhension de notre contribuable. Alors, j'ai besoin d'une résolution qui propose M. Forêt, secondé par Mme Cohen. Donc, tel que vous l'avez mentionné, Mme Graham, la distribution du document va se faire sur le site Internet de la Ville, et puis il va y avoir une distribution avec le compte de taxe. Et ça, conformément à la loi sur les cités et villes, le règlement 293, concernant les modalités de publication des avis publics. Et qui propose la levée? M. Forêt, secondé par Mme Graham. Merci beaucoup. À bonne soirée. 5 minutes de transition. Alors, il faut commencer à 9 h. Oui, on peut aller tousser dehors. Ah oui. Alors, il y a une autre, pour ceux qui s'intéressent, on a une autre séance extraordinaire qui doit débuter à 9 h. Alors, je vous invite à rester. Merci.